La tension sociale qui prévaut actuellement au Bénin ne laisse indifférents quelques ténors de la classe politique béninoise. Ce samedi, ils se sont donné rendez-vous à Djefa pour se pencher sur la situation. Ils, c'est bien les membres de la coalition pour la défense de la démocratie au Bénin, disent-ils. La gouvernance talon était au cœur de leur rencontre. On en parle dans cette émission. En coup de gueule, nous aborderons la recrudescence des incendies au marché d'Antokba. Que fait la Sojima? Enfin, fidèles amis de ce programme, bonsoir et bienvenue. Voici pour vous la toute première rubrique de ce programme. Gloire d'Afrique, c'est avec Rosine Vieira Soglo. Pareil qu'on vous a dit que j'étais morte. Et même à un moment donné, si. On m'a appelé de partout pour me dire que j'étais morte. Je me suis dit bravo, mes compatriotes me donnent encore 10 années de plus. Ces 10 années, le Seigneur là-haut va pouvoir être tranquille parce que si je vais là-bas, je vais mettre le bordel là-bas. C'est pour ça que je suis là. Il me laisse rester ici. On la connaît pour ses prises de position directes. Elle a le don de faire exploser ses collègues de colère à l'Assemblée nationale. Et il paraît que les gens disparaissent. Que Badamassi, ce voyou, ce louba, ce coupeur de route. Monsieur le Président, c'est pas normal. J'ai le droit de parler. Elle va peur de vous. Elle va peur de vous. Elle n'aura jamais peur de vous. Elle a raison. Toi aussi, il fallait parler. Rosine Soglo est députée à l'Assemblée nationale béninoise depuis plus de 20 ans. Née le 7 mars 1934 à Ouida, Rosemarie Honorine Vieira part en France en 1946 pour y poursuivre ses études secondaires. Elle fit la connaissance l'année qui suit de Nicéphore Soglo quand ils étaient encore tous deux au lycée. En 1958, les deux se marient alors qu'ils étaient encore étudiants. De leur union naîtront en 1960 et 1961, respectivement Léadi et Ganéo Soglo. Après le lycée, Rosine Soglo étudie le droit pour devenir huissier puis avocate. La socialisation de Rosine s'est donc faite en France où elle a réalisé l'essentiel de sa carrière professionnelle. Elle n'a exercé comme huissier au Bénin que pendant 3 ans. Dans les années 80, elle suivit son époux à Washington lorsqu'il devint administrateur à la Banque mondiale. Un séjour en Amérique qui lui a permis de se former en droit des affaires. Après le retour du couple au pays, Nicéphore Soglo est nommé Premier ministre par le Haut Conseil pour la République le 12 mars 1990, pendant que le président Mathieu Kérékou, pour faire face à un mouvement populaire, suspend la constitution de la République populaire du Bénin et met en place une conférence nationale à Cotonou. Le 24 mars 1991, Soglo est élu président de la République lors de la première élection multipartite depuis 1972. L'année qui suit, sa femme Rosine fonde le parti Renaissance du Bénin et en prend la présidence. La motivation première de son engagement politique était la défense des intérêts de son mari, ceux des familles Soglo et Vieira, ainsi que la stabilisation des bases de son pouvoir dans un contexte de multipartisme intégral marqué par une très forte transhumance. Mais avant son entrée en politique, Rosine Soglo était d'abord connue avec Vidolé, l'enfant est un trésor, une association caritative d'aide à l'enfance malheureuse et aux femmes démunies. Députée à l'Assemblée nationale depuis plus de 20 ans, elle est aujourd'hui la doyenne d'âge de l'institution. Son parti, au fil des années, a rejoint différentes alliances, comme son adhésion en 2007 à la coalition Alliance pour une dynamique démocratique avec Antoine Idjikolaolé et Bruno Amoussou, ainsi que la coalition L'Union fait la nation. En 2017, Rosine Soglo a fait parler d'elle lors d'une conférence de presse au siège de sa formation pour dénoncer l'exclusion de son fils de la tête du parti. La Renaissance est mon parti, la Renaissance plus fort, est mon parti, encore plus fort. La Renaissance est mon parti. Léadi Vinagnon Mitou continue à être le président de la RB. Ou encore lors de la tentative de révision de la Constitution pour faire des révélations, cette fois-ci, de corruption. Vous venez mentir ici et dire le contraire de ce que le peuple vous a dit. Ça, ce n'est pas bien. Et nous, notre libre arbitre est atterré par, n'est-ce pas, un achat massif de notre conscience. Je comprends que c'est ça qui prend le dessus. Les trucs présentés, comment appelle-t-on,
ont parlé mieux que les quelques millions que nous avons reçus, ont eu le dessus sur le reste. Alors, taisons-nous, votons et n'en parlons plus. Je préfère ça. Je préfère ça. Car moi aussi, j'ai reçu de l'argent. Oui, tout le monde. Vous n'allez pas à me dire le contraire. On peut aussi se rappeler de ces propos marquant l'ouverture de la cérémonie d'installation des députés de la 7e législature. Je n'ai pas encore accepté ma cécité et je dis que je suis désolé de ne pas pouvoir vous admirer tous dans votre splendeur avec cocarde, écharpe et tout le reste dans vos beaux atouts, sans parler du reste, c'est-à-dire que j'espère que vous n'avez pas passé trop de temps quand même chez nos Bokono cette nuit pour savoir si tout va bien. Je voudrais dire ceci, que nous sommes la deuxième institution de l'État, n'est-ce pas, l'Assemblée nationale, et que pour cela, je voudrais que nous respections cette auguste Assemblée, cette auguste institution, et qu'il me serait désagréable de savoir que parmi nous se cachent comme des repères des gens qui ne sont pas très catholiques, qui ont des cadavres dans leur placard et qui sont ici alors qu'ils sont des fossoyeurs de l'économie nationale. Sans être féministe, Rosine Soglo incarne une modernité qui invite à une plus grande égalité entre les hommes et les femmes dans le champ politique. Elle a contribué à un changement social en matière de participation des femmes béninoises aux affaires publiques. Même si les femmes ne sont pas encore massivement présentes dans les instances de décision, leur engagement dans la vie politique ne se limite plus à un militantisme d'auxiliaire de la gente masculine. Et voilà qui est bien présenté, une des valeurs donc, du continent africain pour le compte de ce numéro. Votre émission Sans détour reçoit pour vous Tony Aubin de Azek FM. Tony Aubin, bonsoir. Bonsoir Polita Agossou, bonsoir à tout le peuple béninois. À côté de lui, l'homme à nom, Albéric Ndio, le responsable régional du journal Matin Libre. Albéric, bienvenue sur ce plateau. Merci, cher. De l'autre côté, Guillaume de Souza de Bénin Actualité. Guillaume de Souza, bonsoir. Bonsoir Pierrette et bonsoir aux amis téléspectateurs. Un tour à la régie avant de poursuivre nos échanges. Tout de suite, on revient. Voilà, on parle donc de la recrudescence de l'incendie au niveau du marché d'Antokpa, un des plus grands marchés de notre pays, le Bénin. Tony Aubin. Oui, malheureusement, nous notons une fois encore que le feu a visité ce marché. Le feu a pris par les couloirs du marché d'Antokpa et c'est bien triste, c'est dommage. Vous savez, par ces temps que nous traversons, ces temps qui courent, où déjà la mévente dite sa loi, c'est vous, bonne dame, malheureusement, vous devez voir vos marchandises, votre commerce partir en fumée de cette façon. Je trouve que c'est bien dommage, c'est désolant. Et ce qui me chiffonne un peu, c'est le fait de constater que le matin, lorsque vous parcourez les colonnes des différents quotidiens qui paraissent dans notre pays, vous sentez que ça pommade beaucoup les autorités, les responsables de ce marché. Ça encense beaucoup, mais malheureusement, nous notons que les dispositions nécessaires ne sont pas prises sur le plan sécuritaire pour garantir une certaine inquiétude aux usagers de ce marché. C'est arrivé une première fois, c'est arrivé, on vous dira que dans la sous-région, qu'il y a souvent ces cas qui se produisent, mais ce n'est pas pour autant. J'aurais souhaité que l'actuel directeur général de la SOGEMA, Armand Gansé, puisse redéfinir ses priorités et agir de sorte à limiter les dégâts dans ce sens. J'ai compris aussi à travers le passage du ministre Jonas Tonato, que José Tonato, que côté assurance, pas question, vous voyez. Je voudrais saluer le projet du gouvernement, ce projet de démantèlement du marché, mais j'aurais bien aimé que le gouvernement témoigne sa compassion à ces bonnes dames qui sont en train de souffrir actuellement dans leur peau, dans leur chair, parce que c'est difficile, c'est très très difficile.
il faut prévoir des piqueurs d'incendie, il faut prévoir suffisamment de bouches d'égout dans les hauts lieux de transaction du genre, de sorte à ne pas être tout le temps là à parler d'incendie. Ce n'est pas une bonne chose. Alors, Guillaume de Sousa, on nous a pourtant dit qu'il y a des couloirs de secours, des issues de secours, au lieu que Amaganse s'illustre dans l'organisation des meetings à chaque week-end. Est-ce qu'il ne faut pas qu'elle puisse prendre les dispositions pour éviter de telles situations? Non, je pense qu'il ne faut pas tout de suite jeter la pierre à Amaganse. Vous savez, une situation il en est le responsable. Oui, il est le responsable, certes, mais vous savez, une situation d'incendie, ça ne se prévoit pas toujours. Ça ne se prévoit pas. Mais vrai, on peut la notion de gestion des catastrophes. Oui, vous savez, rien ne nous dit que des mesures préventives n'existent pas en ce sens. Lesquelles, par exemple? Si les mesures préventives existaient... Je dis rien ne nous dit qu'il n'existe pas des mesures préventives dans ce sens-là. Vous savez, la situation du marché d'Antokpa, ce malheur-là, qui le frappe à répétition, est beaucoup plus lié à sa situation géographique elle-même d'abord. Vous n'êtes pas sans savoir la situation de congestion qui caractérise ce marché. Il est quasi impossible de circuler lorsque vous rentrez dans le marché d'Antokpa. Et la situation a aussi évolué. Oui, la situation a certes évolué, mais vous voyez, c'est vrai, c'est une situation malheureuse, mais cela vient, à mon avis, conforter le gouvernement dans sa dynamique. Et à votre avis, la congestion, qui en est responsable de la congestion? Non, c'est une situation qui date de Mathusalem. Ce n'est pas Amaganse qui est venu orchestrer la situation de congestion actuelle. Le marché d'Antokpa a toujours été ainsi, a toujours été, disons, bondé, a toujours été, disons, plein à craquer. Donc, c'est une situation qui existait depuis des lustres. Qu'il vous souvienne que ce n'est pas la première fois que ce marché connaît cette situation d'incendie. Le dernier cas en date, justement, raison de plus pour qu'on puisse prendre des dispositions. Et c'est justement au nombre de ces dispositions figure justement la délocalisation de ce marché-là vers des sites beaucoup plus, disons, adéquats, beaucoup plus modernes et qui pourront permettre... Ça, c'est les prévisions. C'est pas des prévisions, c'est plutôt de l'incendie. Restez sur le cap de l'incendie. Oui, c'est ce que je vous dis, c'est ce que je vous dis. Vous voyez, tant qu'on ne va pas trouver... Vous savez, des solutions de surface vont toujours aboutir à ces situations que nous regrettons. Aujourd'hui, le marché d'Antokpa, là où il se situe, ne permet pas de trouver une solution, disons, efficace à ces gens, des solutions devant permettre de prévenir ces genres de situations. La solution drastique, c'est de le délocaliser. Et c'est ce qui est en train d'être fait. C'est pour cela que je dis, moi je ne voudrais pas m'attarder sur les solutions de surface. C'est-à-dire quoi, trouver, tout à l'heure, Aubin parlait de piquets d'incendie et tout. Mais vous avez beau installer des piquets d'incendie à l'intérieur du marché. Et si le camion des pompiers, si le camion des pompiers, je n'en disconviens pas, mais si le camion des pompiers qui vient à la rescousse, justement, des sinistrés, n'arrive même pas à circuler à l'intérieur du marché. Aujourd'hui, la structuration... Qui a installé ces bonnes dames qui sont... S'il vous plaît. Mais c'est ce que je vous dis, c'est une situation qui date de Mathusalem. Le désordre qu'il y a aujourd'hui au marché d'Antokpa n'est pas du fait d'Amaganse ou d'un régime quelconque. C'est une situation qui résulte d'une succession de légèreté dont les différents responsables qui se sont succédés. Guillaume de Sousa, c'est votre point de vue. On fait montre. Aujourd'hui, il faut aller à des solutions beaucoup plus efficaces. Notamment la délocalisation de ce marché-là en des lieux, en des espaces beaucoup plus modernes, beaucoup plus aérés, beaucoup plus, disons, propices à la prévention de ce genre de situations. Merci à vous, Guillaume de Sousa. Vous avez parlé tantôt de succession. Ça veut dire que les responsables actuels aussi entrent dans le jeu. Ils sont dans la succession. Albéric Hundio, on voit la recrudescence d'incendies au marché d'Antokpa. N'est-ce pas le moment quand même pour les responsables de ce marché de penser à une notion de gestion de catastrophe au niveau de ces points phares de notre pays? Oui, je voudrais vous remercier pour l'invitation d'ailleurs. Écoutez, je comprends Guillaume de Sousa qui trouve que la solution magique ou la solution, je sais pas, la panacée par rapport à ce que nous déplorons. Écoutez, vous pouvez me laisser parler. Je vous ai laissé parler. Je voudrais avoir le même traitement de votre. Je voudrais avoir le même traitement. Je voudrais avoir le même traitement de votre part, cher ami. Donc, je voudrais dire, contrairement à Guillaume qui pense que
la délocalisation du marché d'Antokpa est la solution. Pendant qu'on n'a pas encore les moyens de délocaliser, qu'est-ce qu'on fait pour sauvegarder les paisibles populations qui viennent faire des gestions dans ce centre de commerce? Moi, je pense qu'il faut, pour les acteurs qui gèrent ce marché actuellement, c'est vrai, on me dira que je fais un procès à Amagansé. Le temps qu'il passe à Abomey Boycon, à faire de la propagande pour le régime en place, il aurait pu consacrer ses énergies à... En quoi ça l'empêche de jouer Guillaume de Souza, laissez-le aller au bout de ses idées. Laissez-le aller au bout de ses idées. Je vous en prie, laissez-moi aller au bout de mes idées. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas, comment on appelle, en prenant les rênes de ce marché, il connaît les problèmes. Mieux, on a vécu une situation pareille en 2015. Même quand vous parlez de délocaliser, ce n'est pas la panacée. Quand on va délocaliser, on va commencer par installer les gens. Le même problème va se poser. Parce que plus il y aura la demande, et puis dans le souci de rentabiliser, de renflouer les caisses de la Sogema, on va installer des gens, et à un moment donné, quand il y aura une situation, on ne pourra pas avoir l'accès pour aller secourir les populations qui sont dans le détresse. Moi, je voudrais déplorer ça. Si, tant que les gouvernants actuels pensent que la délocalisation, c'est la solution magique, qu'on aille à ça, mais en allant à ça, à la délocalisation, qu'on puisse prendre les dispositions nécessaires pour faciliter l'accès. Parce que le véritable problème, quand il y a incendie, quand il y a drame, les issues de secours. On ne trouve pas les issues de secours. Il ne faut pas qu'on installe les gens sur les issues de secours. Il faut penser à ça, parce que délocaliser, c'est bon, mais il ne faut pas délocaliser pour qu'on retourne sur les mêmes problèmes que nous dénonçons maintenant. C'est vrai, les bonnes dames ont perdu beaucoup de leur marché. C'est la zone des produits vivriers qui a été touchée. Ouais, la situation du pays. C'est vrai qu'il y en a qui n'aiment pas qu'on dise que bon, la situation est morose, la crise économique est là, qui frappe de plein fouet, que le panier de la ménagère est quasiment vide, mais c'est un constat. Si en plus de ça, les gens doivent voir ce qui peut leur permettre d'avoir, je ne sais pas, 100 francs, 200 francs comme économie pour nourrir leur famille, partie en fumée, ça pose un véritable problème. Et je pense que ce soit la Sogema et les gouvernants actuels doivent pouvoir penser à une solution durable. S'il faut délocaliser, mais mettre en place les structures qui permettent à ces nouveaux emplacements qui vont abriter les marchés. Parce que c'est mis dans le PAG. Je pense que Guillaume, quand il va prendre la parole tout à l'heure, il va me le confirmer ou infirmer. C'est mis dans le PAG qu'on veut construire de nouveaux marchés. En construisant de nouveaux marchés, il faut qu'on puisse les construire dans les normes qui permettent à des secours de facilement sauver des vies s'il y a péril dans ces lieux de commerce. Tony Aubin brûle d'envie de prendre la parole. Non, moi je voudrais faire savoir que quand même, lorsque nous parlons du confinement que nous notons, de l'exécuter du marché d'Antokpa, c'est un fait, mais c'est pas pour autant. Il y a quand même des couloirs de passage au niveau du marché d'Antokpa. Sinon, comment est-ce que les uns et les autres arrivent quand même? Oui, c'est vrai que ce n'est pas suffisant. Mais chacun arrive quand même à faire ses affaires, à faire ce pourquoi il s'est rendu dans ce marché. Ce qu'il faudra reconnaître, c'est que des dispositions pouvant permettre de prévenir ces cas d'incendie manquent véritablement au niveau du marché. N'entends pas, ces bonnes dames, elles ne se sont pas installées de leur propre volonté là où elles sont là actuellement, dans ce périmètre-là. Non, elles ont été logées là, elles ont été installées là. Et elles ne font pas leurs affaires gratuitement, elles payent. Du moment où elles payent quelque chose, droit de place, du moment où elles payent, elles doivent quand même pouvoir bénéficier d'un minimum, parlant de règles sécuritaires pour éviter ces situations-là. Tout le débat est là. Même si nous parlons de délocalisation du marché d'Antokpa, ça ne se fera pas d'ici lundi, non? Et si demain, ça se répète, on ne le souhaite pas. Ça peut arriver à tout moment. Donc, il faudra reconnaître que c'est vrai, Amagansé doit jouir de ces week-ends. Moi, je continue de dire qu'il faudra qu'il redéfinisse ses priorités et qu'il y pense beaucoup plus. Je voudrais exhorter aussi nos confrères à l'encenser moins. Hein? Peut-être que c'est ça qui fait qu'il ne prend pas la mesure de la situation, de certaines missions qu'il doit pouvoir assurer en tant que directeur général de la Sogema. Parce que là, je continue de le dire, ça pommade trop Amagansé, un peu comme si c'est l'homme provident, c'est un peu comme si c'est le miraculeux. Mais en réalité, ça souffre au marché d'Antokpa.
Alors, Guillaume de Souza, dites-nous, vous avez parlé tantôt de confinement, tout ça. Pour être installé au marché d'Antokba, il faut aller quand même demander la place quelque part. Et c'est ces personnes qui vous demandent de vous installer à tel endroit. Guillaume de Souza, vous ne pouvez pas aller au marché d'Antokba, vous installer n'importe où pour vendre ce que vous avez à vendre, n'est-ce pas? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est ce que j'essayais de vous faire comprendre tout à l'heure dans mon intervention. J'ai dit que c'est une situation que les responsables actuels de ce marché sont venus constater, sont venus voir. Et ils ont préféré continuer avec ça. Est-ce qu'ils ont préféré continuer? Écoutez, je ne suis pas ici en tant que... D'abord, je ne suis pas de la SOGEMA, je ne suis pas ici en tant que porte-parole. Justement, contrairement à ce que Aubin Tori semble laisser croire. Non, mais je ne mène que je sais. Non, je vais vous répondre parce que... Laissez Guillaume de Souza répondre à la question. J'ai constaté une certaine... Non, ça dit... Évitons de personnes... Non, du tout pas. Évitons de stigmatiser un individu. Nous parlons ici d'une situation de sinistre et c'est assez sérieux ce dont nous parlons. Je dis tout simplement que, selon les informations dont je dispose et que certainement vous disposez également, c'est que la situation du marché d'Antokba semble préoccuper le gouvernement. Puisque, avant même que cette situation malheureuse nous parlons des responsables du marché et non du gouvernement. Non, mais les responsables du marché agissent au nom du gouvernement. Nous sommes d'accord. Mais ils ont été délégués. Oui, justement, c'est ce que je dis. Donc, les politiques... Il faut qu'ils gèrent alors rationnellement ce conflit. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Et les politiques qu'ils mettent justement en place sont celles du gouvernement, celles édictées par le gouvernement. Et au nom de ces politiques, je vous dis, c'est vrai que tout de suite, il faut trouver des solutions urgentes, voilà, d'accord, à la situation de confinement, à la situation de congestion, qui sont venus voir. Rien ne nous dit qu'ils ne l'ont pas fait. C'est ce que j'étais en train de dire, parce que il ne faut pas seulement faire de l'affirmation, il faut pouvoir m'apporter la preuve qu'il y a eu de l'inertie à ce niveau-là. Pour ce que je sais, pour le peu d'informations dont moi je dispose, je sais que au niveau du marché d'Antokba, au niveau de la SOGEMA, ça bouge beaucoup, mais à un niveau beaucoup plus supérieur. Lorsque nous suivons le ministre du cadre de vie, à plusieurs reprises, s'est prononcé sur la question et nous a tout le temps fait le point de l'évolution justement de ce processus-là de délocalisation qui, pour moi, continue d'être la solution, disons, je ne vais pas dire définitive. Je crois que c'est le moment d'attirer quand même l'attention de ces autorités aussi sur cette question. Mais forcément, si vous avez suivi, prévoir des issues de bien sûr, si vous avez suivi, cette mesure de délocalisation. Oui, mais si toutes les fois que le ministre des cadres de vie s'est prononcé sur cette affaire, nous a donné un peu à quoi va ressembler ce nouveau marché qu'on va construire. Ben, écoutez, ça fait partie des caractéristiques qui ont été citées de ces nouveaux marchés-là. On a parlé de marchés ultra modernes. Donc forcément, ces mesures de sécurité seront incluses dans cette, disons, la maquette. Voilà, l'architecture du nouveau marché. Donc, on ne devrait pas, à mon avis, s'inquiéter. Mais ce que je dis, et je partage l'inquiétude de mes confrères à ce propos, pour l'heure, dans l'urgence, en attendant qu'on en vienne à cette solution, disons, beaucoup plus... miraculeuse. Non, pas miraculeuse, mais beaucoup plus inclusive, je vais dire. Qu'est-ce qu'on fait dans l'heure? Qu'est-ce qu'on fait déjà? Alors là, cela va encore poser un problème d'ordre social parce que lorsque j'entendais tout à l'heure Tony Robin dire que ces bonnes dames-là qui se sont installées sur les issues de secours et tout, qui les a permis... c'est pas c'est lui, c'est... Guillaume de Souza, si vous... Non, je voudrais qu'il nous dise... Je voudrais qu'il nous dise... Je voudrais qu'il nous dise... Qu'est-ce qu'ils auraient souhaité? Qu'est-ce que vous auriez souhaité? Laissez Guillaume de Souza aller au bout de ses idées. Permettez, qu'est-ce que vous auriez souhaité? Qu'on déguerpisse ces dames-là. Écoutez, pour que vous reveniez dire encore qu'on a détruit des activités. Guillaume de Souza. Non, écoutez, la situation... Albéric, vous avez la parole pour refermer. La situation, elle est assez délicate. C'est vrai, il faut pouvoir libérer les passages. Justement pour gérer cette situation. C'est ce que je vous dis. Parce qu'on ne peut pas ne pas mettre un responsable pour pouvoir gérer cette situation. Il est en train de gérer des êtres humains. De toute façon, est-ce qu'il faut détruire des activités économiques pour créer encore d'autres situations sur le front social, pour qu'on revienne dire qu'on a encore créé d'autres miséreux? Point d'interrogation. Merci à vous, Guillaume de Souza. Pour finir avec cette rubrique, Albéric, plutôt pour refermer cette rubrique, incendie, c'est des marchandises perdues, c'est des vivres, comme vous l'avez dit aussi. Vous avez certainement un mot en droit de ces victimes. Je voudrais, c'est la compassion. Et je voudrais souhaiter que tous les ministres qui ont fait le déplacement
compatisse à la douleur de cette dame et que peut-être, je ne sais pas dans quelle mesure ça va se faire, si le marché d'Antoquoya est assuré. Si le marché d'Antoquoya est assuré, qu'on puisse peut-être les dédommager, même si ce n'est pas à la hauteur des pertes qu'elles ont subies. Maintenant, je voudrais faire remarquer à mon cher ami Guillaume de Souza que les femmes qui se sont installées, selon ces dits, sur les issues de secours, ne sont pas installées de leur propre chef sur ces issues de secours. C'est notamment le DG Amagancer, parce que c'est lui qui gère la Sogema, c'est lui qui peut-être attribue les places, pas peut-être, qui attribue les places. Car parce que dans un marché, quand vous voulez une place, vous faites la demande et on vous installe à tel endroit, vous dites que c'est telle boutique qui est libre et vous vous installez dedans. Donc on ne peut pas faire un procès à ces femmes-là de s'installer sur les issues de secours. Si on doit faire un procès à quelqu'un, c'est bien sûr Amagancer. Vous dites que c'est après l'avènement d'Amagancer que ces écoutez, femmes sont installées là. Écoutez, moi je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Guillaume de Souza, je n'ai pas dit ça. Donc ne me faites pas dire. Guillaume de Souza, laissez Amérique aller au bout de cette idée, Guillaume de Souza. Je n'ai pas dit. Ce serait une preuve d'honnêteté intellectuelle entre nos confrères. Je n'ai pas dit que c'est lui qui les a installés. Mais s'il y a des gens qui se retrouvent installés sur les issues de secours, c'est quelqu'un de la Sogema qui les a installés. Peut-être Amagancer ou celui qui a précédé Amagancer. Parce que, au-delà de tout, l'État a une continuité. Ce n'est pas parce que bon, le régime de la Fondation a fini son mandat que... De toute façon, il a la latitude de mettre en cause ce que son prédécesseur a fait. Bon, comme on l'a constaté depuis 2 ans, qu'on a remis beaucoup de choses en cause. Donc, il pourrait remettre ça en cause pour dire non, tel que ça a été fait là, c'est pas normal. Moi, voilà ce que je pense faire et qui est le bien. Où est-ce qu'il doit envoyer cette dame? Voilà, nous allons donc refermer cette rubrique et tout de suite, on revient pour le débat. Avant les échanges autour du sujet qui sera sur le débat, voici pour vous l'élément témoin. Mon président, du courage, l'homme vient à vous. L'homme vient à vous. Vous ne pouvez pas laisser le pays dans cet état. Jamais. L'homme vient à vous. L'homme vient à vous. L'image du jour, la voici. Boni Yayi en pleurs. Une fois encore, l'ancien président de la République n'a pas pu contenir ses émotions, ses larmes. Aujourd'hui, c'est l'état déliquescent de la République qui lui fait couler des larmes. Ce matin de samedi, c'est un vrai défilé de hautes personnalités de la République, des plus historiques aux plus charismatiques. De Nicéphore Soglo à Boni Yayi, en passant par Albert Tevoidre, Théophile Nata, Sébastien Adjavon, Philippe Noudjenoumen et bien d'autres qui anciens ministres, qui anciens députés, qui députés de la minorité parlementaire, tous, oui, tous ont voulu marquer de leur présence cette symbolique cérémonie qui se tient ici, dans cette salle de Djefa, une salle mise à leur disposition par le maître des lieux, Sébastien Adjavon. Lui qui a dû venir à la rescousse face aux difficultés du comité d'organisation, a trouvé une salle à Cotonou, tant toutes les portes lui auraient été fermées par le pouvoir. L'objectif de la séance du jour, c'est la défense des acquis démocratiques, des acquis aujourd'hui foulés aux pieds par le pouvoir de Patrice Talon qui enchaîne violation de la Constitution et mépris des décisions de la Cour constitutionnelle. Dans cette salle, l'hymne national a retenti 2 fois pour marquer un non sans réserve à cette situation, le nom de personnalités aux origines diverses et aux précédents conflictuels à la déconstruction de l'état de droit. Une coalition est mise en place pour la cause, la coalition pour la défense de la démocratie au Bénin. Il est inconcevable donc que ce peuple puisse accepter le piétinement quotidien et arrogant des libertés fondamentales et élémentaires. Que ce peuple puisse accepter le cantonnement dans des réserves délimitées par des lignes rouges. Que le peuple puisse accepter la casse des petits producteurs sans alternative, la chasse aux opérateurs économiques concurrents du clan au pouvoir. Il est inconcevable et difficile que ce peuple puisse accepter le retour des poursuites et détentions politiques, accepter les actes de répression illégale, vexatoires et punitifs des travailleurs en grève. Il est inadmissible et impossible pour le peuple d'accepter l'opacité délibérée de la gestion du bien public. Aujourd'hui ou partout est clamée la nécessité de la transparence dans le monde entier. Il est impossible que le vaillant peuple puisse accepter l'accaparement des ressources vitales du pays par le clan au pouvoir et enfin et surtout accepte la destruction de l'architecture démocratique
institutionnelle et constitutionnelle du pays. En dehors de la Constitution, en dehors de la Constitution, hors de la Constitution, point de salut, c'est le slogan qui réchauffe la salle. Une déclaration lue par le député Basile Arossi dévoile les intentions de la coalition. Les exigences sont claires, la menace est limpide, la détermination sans embâche. Nous demandons au président de la République de prendre la mesure de ces choses et de faire installer sans délai le COS-LEPI conformément aux décisions de la Cour constitutionnelle. De faire procéder à un audit préalable de cette LEPI en vue des élections législatives et présidentielles constitutionnelles qui sont insusceptibles de report. De redonner la parole au peuple en convoquant d'urgence une assise nationale des forces vives en vue de redéfinir de nouvelles bases consensuelles de gouvernance du Bénin. En cas de non-satisfaction des exigences, le peuple béninois, maître unique de sa souveraineté, sera invité à prendre ses responsabilités conformément à la Constitution. Oui, c'est en respect de l'article 66 de cette Constitution qui stipule, citation, en cas de coup de force quelconque, pour tout Béninois, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constitue le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. Le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs dont cette partie du peuple ici représentée ne compte pas se dérober. Voilà une coalition pour la défense de la démocratie dans notre pays. Guillaume de Souza. Oui, j'avoue que lorsque j'ai appris l'annonce de cette rencontre-là, lorsque cette information m'était parvenue, je dois avouer, je m'attendais à des résultats totalement contraires à ce à quoi finalement nous avons eu droit. Parce que une telle initiative en soi n'est pas mauvaise. Parce que là, nous avons l'essentiel de ce que nous avons comme opposant au régime du président Patrice Talon qui décide de se regrouper quelque part. Dans le contexte actuel, logiquement, la moindre des choses à laquelle on devait s'attendre, c'était que de cette rencontre-là puisse naître ou puisse sortir, disons, des approches alternatives pouvant nous permettre de sortir de la situation d'impasse actuelle. Mais j'ai été au regret. Qu'on est dans l'impasse actuellement. Forcément, sur le front social, il y a problème, il y a souci. Parce que les classes, dans leur grande majorité, restent désespérément fermées. Vous savez très bien. Donc, ce n'est pas un secret pour quiconque. Alors, mais contrairement à mes attentes, j'ai constaté avec beaucoup de regret que cette rencontre a accouché plutôt, disons, de résultats totalement, je vais dire, médiocres. Dans vos appréciations. Oui, c'est un résultat totalement médiocre. Lorsque vous prenez en compte le contenu des différentes déclarations auxquelles nous avons eu droit là, vous constatez qu'il n'y a rien de nouveau. Ce sont des choses totalement futiles qui ont été dites. Parce que lorsqu'on me dit qu'on doit avoir installé le COS-LEPI, il n'y a rien de nouveau. C'est la vitalité de la démocratie. Je vous dis qu'il n'y a rien de nouveau. Le processus est en cours, est déjà en cours. Le processus ils ne nous ont apporté, les institutions de la République, ils ne nous ont apporté des dates butoirs. Ils ne nous ont apporté. Non, si vous voulez qu'on refasse ce débat, si vous voulez qu'on refasse ce débat, on va le faire. Il y a une date butoir, et à ce que je sache, nous avons jusqu'en juin pour installer le COS-LEPI. Donc on n'est pas encore. La Cour constitutionnelle, c'était le 21 décembre passé. Si vous voulez qu'on refasse ce débat, on va le faire. On va le faire. Le président de l'Assemblée nationale s'est suffisamment exprimé à ce propos. Et on a compris ce qui a empêché l'institution parlementaire de mettre en application cette décision, cette injonction de la Cour constitutionnelle. Si vous voulez, on va revenir si on a assez de temps. Mais je suppose que non. Alors, je dis ceci. Moi, je m'attendais à ce que de cette rencontre-là puisse sortir des éléments... Le manque de COS-LEPI n'est pas important pour le pays. Je n'ai pas dit cela. J'ai dit... Vous avez dit que le résultat est... Je dis, si on est allé se retrouver à Djefa pour nous répéter ce que nous savons déjà, pour nous répéter ce qui est déjà en cours, je dis, c'était inutile.
moi, ce à quoi je m'attendais, c'était quoi? C'était que, parce que, écoutez, lorsqu'on est opposant à un régime, l'opposition à un régime n'est pas une question de haine. Ce n'est pas une question d'aigreur. Vous avez vu... Mais lorsqu'on est opposant, c'est le sentiment. C'est le sentiment que l'on a eu. D'accord, je vous reviens. Si vous permettez, je vous reviens. Parce que ce n'est pas évident que j'ai encore la parole. Donc, vous aurez la parole. Je vous rassure que vous aurez la parole. Okay. Tony Aubin, une coalition pour la défense des acquis démocratiques de notre pays. Non, en réalité, ce qui s'est passé ce week-end à Djefa n'est pas banalisé. C'est plutôt une belle occasion pour le chef de l'État de comprendre que ça ne va pas dans le pays. Ça, c'est une réalité. Sauf que, à comparer avec ce qui se passait par le passé, il n'y a pas trop de différence. On note que c'est le même scénario, c'est à la limite le même feuilleton, seulement que c'est les personnages qui sont pas exactement les mêmes. Ce que ceux-là font aujourd'hui, c'est exactement ce que peut-être faisaient hier les Joseph Djogbenou, les Orden Aladatine, Hubert Membédié consort sous les FCBE. Bon, maintenant, le point le plus important que chacun de nous retient, c'est les larmes qui ont coulé une fois encore à Djefa. Et c'est ce qui semble intéresser en fait les Béninois, puisque tout le débat tourne autour. Et j'aurais bien voulu dire toute ma désolation face à ce spectacle. C'est un spectacle crasseux, à mon avis. C'est un spectacle crasseux qui relève d'une étroitesse d'esprit, en fait. Je vous dirais que ce n'est pas pour la première fois que nous avons vu M. Boniaï couler les larmes. Voyez-vous, il l'a fait à Kassoala, il l'a fait en France, il le fait à Djefa. Peut-être que devant les caméras, il n'a pas, on ne peut pas, puisqu'il n'a pas toujours fait. Peut-être devant les caméras, on peut connaître le nombre exact. Et donc, ça fait que ce n'est plus une information, ce n'est plus extra, en fait, lorsque ça se passe de cette façon. Bon, maintenant, quel est le sens qu'il donne à ce sentiment qu'il affiche au peuple béninois? Est-ce que c'est pour compatir à cette misère? Lui seul saura nous dire. Non, laissez-moi, accordez-moi une minute, s'il vous plaît. Vous en avez bien accordé à Guillaume, donc je suis désolé. Vous voyez, vous avez suffisamment de temps. Et donc, quel est le sens qu'il donne? Voilà toute ma préoccupation. Quel est le sens qu'il donne à ce comportement, à ce sentiment qu'il affiche? Est-ce que c'est pour compatir aux douleurs, à la peine des populations béninoises, ou que c'est pour regretter le fait qu'il ait dit au peuple béninois que l'actuel président est tellement fortuné que s'il mettait le tiers de sa fortune à la disposition du Bénin, que tous les Béninois se sentiraient mieux. Alors, lorsque vous avez entendu ça et que vous aspirez à un mieux-être, naturellement, vous êtes poussé vers celui-là qui est au pouvoir aujourd'hui. Et cela me ramène dans les lignes de la chronique de Expédio Logo au lendemain de l'élection de Patrice Talon. Il a dit que le chef de l'État, enfin, le docteur Thomas Boniaï, est allé déposer sur le siège du pouvoir, sans embâche, avec armes et bagages, Talon. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. En réalité, peut-être que c'est à cause de cela qu'il pleure, parce qu'il reconnaît que c'est lui qui a passé tout le temps à faire la campagne pour Patrice Talon. C'est tout. Alors, Albéric Moundior, une coalition pour défendre la démocratie. Pensez-vous que cette coalition est nécessaire dans ce contexte? C'est un mauvais. Guillaume de Souza, vous n'avez pas la parole. Je voudrais prier mes éminents confrères de non, je vous en prie. Sujet. Nous ne sommes pas éminents, vous l'êtes. Écoutez, c'est vous qui l'êtes. Par rapport à Guillaume de Souza, je voudrais saluer son honnêteté intellectuelle de reconnaître que le pays est dans l'impasse. Ça, c'est à votre actif. Ce n'est pas donné à tous ceux qui se mettent dans la peau de défendre le régime en place de reconnaître que ça ne va pas. Je voudrais saluer votre honnêteté intellectuelle. Quant à mon ami Tony Aubin, bon, moi je ne sais pas pourquoi on s'attarde sur les pleurs de Boniaï. Ce n'est pas là l'information. Il n'y a pas événement par rapport aux pleurs de Boniaï. Il vaut mieux se concentrer sur le message, l'essentiel du message qui a été délivré. Et contrairement à Guillaume de Souza, je pense que la question de l'installation de la LEPI est une question primordiale. Ceux qui se sont réunis, c'est vrai qu'il y a eu des jérémiades, il y a eu beaucoup de fausses notes par rapport à Djefa le samedi dernier. Mais je voudrais reconnaître que dans ce qui a été fait là, et Tony l'a reconnu aussi, on ne peut pas banaliser ça. Je voudrais saluer aussi
son honnêteté intellectuelle par rapport à cet état de choses. Mais je voudrais faire remarquer dans le même temps que ceux qui se sont réunis à Djefa, peut-être qu'ils ne mesurent pas la portée de l'acte qu'ils ont posé le samedi dernier. Mais moi, je voudrais ici faire remarquer que ça a une importance capitale. Ça participe à prévenir d'éventuels troubles. Parce que si il y a beaucoup de choses qui se disent par rapport au RAVIP et tout, l'unanimité n'est pas faite autour de RAVIP. Et il y a déjà des bruits de coulisses qui disent que on peut ou on pourrait aller aux élections à venir avec le RAVIP. Or, la loi est claire. Oui, ça pourrait dire les bruits de couloir. Mais la loi est claire que l'EPI que nous avons là doit être audité et doit nous permettre d'aller aux élections jusqu'en 2021 tout au moins. Donc, si on fait autre chose par rapport à ce qui est prévu par les textes de la République, c'est vrai, on dit que le Bénin est un pays béni, un pays de paix et tout, mais les autres pays qui font la guerre aussi, ils sont enfants de Dieu, ce sont des pays bénis. Donc, au-delà des pleurs, moi je voudrais dire, ça c'est une adresse personnelle à ceux qui nous dirigent actuellement, de prendre en compte ce qui est là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver à redire sur ce qui s'est passé samedi, mais il y a une information capitale. Et ceux qui nous gouvernent maintenant doivent pouvoir saisir la balle au bon pour essayer de corriger les choses. Alors, Guillaume de Sousa, l'information a quand même circulé et nous a-t-on dit c'est à cause du pouvoir en place qu'on n'a pas pu organiser la rencontre à Cotonou. On est allé à Djefa. Quel intérêt le pouvoir aurait à quand même vouloir bloquer une rencontre qui pourrait avoir lieu à Cotonou et qui ne porterait pas en torse quand même au déroulement du processus du programme d'action ou d'autres choses? J'ai bien envie de vous retrouver la même question, Hippolyte, parce que vous convenez alors avec moi, si vous me faites la question de cette manière-là, vous convenez alors avec moi que ce sont des affirmations totalement absurdes, totalement ridicules, ça n'a pas de sens. Et heureusement que vous avez dit que ce sont des rumeurs, parce que aucune information sérieuse ne nous permet aujourd'hui d'affirmer qu'on aurait essayé, à moins que Tony Aubin peut-être voudrait dérouler parce que je le vois. Ne laissez pas Tony Aubin. Non, j'ai le sentiment qu'il a. Non, parce que je recherche cette source-là. Qu'est-ce qui permet, à partir de quelle source, à partir de quelle source, non, plus sérieusement. Est-ce que je l'ai dit sur ce plateau? Non, j'ai pensé un instant que vous voulez m'apporter donc ce complément d'information. Non, plus sérieusement, qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui de dire qu'on aurait essayé d'empêcher cette rencontre-là à Cotonou? Rien. Les gens ont décidé, d'accord, délibérément d'organiser leur rencontre quelque part à Djefa, ils l'ont fait. Écoutez, vous pensez que si le gouvernement avait envie, disons, d'empêcher cette rencontre-là, même si elle a lieu à Djefa, vous pensez qu'il n'aurait pas été capable de l'empêcher? On a vu, dans ce pays, ça s'est passé. Sous le régime de Boni Yayi, justement, qui aujourd'hui joue au compatissant là-bas à Djefa, on a vu des rencontres. Je vous en prie. Vous avez des preuves. Ça veut dire que pour ça, vous avez des preuves. Je suis en train de vous dire. Parce que vous avez dit tout à l'heure que ce sont des rumeurs. Laissez-moi terminer. Vous m'avez posé une question. La question que vous m'avez posée est celle-ci. Non, moi je voudrais que vous sortiez les preuves. C'est ce que je vous dis. Ce qui prouve que c'était Boni Yayi qui avait bloqué. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que ce sont des rumeurs. Non, attendez. Oui, vous l'avez affirmé, oui ou non? Hippolyte, n'embrouillons pas les téléspectateurs qui nous suivent. Je suis très clair dans mon développement. Mais pourquoi vous voulez jeter laissez-moi justement, je ne jette la pierre à personne. Je vous dis ceci. Vous me demandez ce qui pourrait amener le gouvernement, le régime actuel, à empêcher la rencontre de se tenir à Cotonou. Et je vous dis, si le gouvernement avait pour objectif d'empêcher la tenue de cette rencontre-là, quel que soit l'endroit où on choisira de la tenir sur le territoire. Vous avez dit que ça s'est passé. Oui, c'est pour vous dire que aucunement le gouvernement n'a eu à aucun moment l'intention d'empêcher une telle rencontre. Je vais vous faire comprendre ce que je veux vous faire comprendre. C'est que le gouvernement, s'il le souhaitait, a la capacité de le faire parce que par le passé, on a vu un gouvernement le faire. C'est ce que je veux vous dire. Donc, c'est pas parce que vous avez les preuves. Mais lorsqu'on envoie... Parce que vous avez dit tout à l'heure que c'est resté à l'étape de les preuves sont celles-ci. Ce qui s'est passé sous Boni Yayi, les preuves sont celles-ci. Lorsque des militaires débarquent, d'accord, dans un lieu privé,
Vous pensez que c'est un individu quelconque au sein de la République? Mais qui est-ce qui donne l'identité de ces militaires-là qui étaient apparus? Non, qu'est-ce que vous appelez? Justement, parce que j'étais vous avez dit dans un domicile privé. J'ai vécu la scène à Sirarou, si vous voulez. Puisque vous voulez me pousser à aller plus loin. Oui, allez-y, donnez-nous l'identité. On veut juste non, je ne suis pas... Non, écoutez, comment? Ce que vous dites, non, écoutez... Ça veut dire que vous n'avez pas les preuves de ce que vous dites. Comment je n'ai pas de preuves? Je vous dis que j'étais présent lorsque des militaires ont débarqué dans un lieu privé, dans un lieu privé pour empêcher une rencontre, si vous voulez, j'irai plus loin. C'était une rencontre de l'Alliance ABT qui a été empêchée à Sirarou. Les téléspectateurs qui nous suivent vont s'en souvenir, nous sommes à Parakou, Hippolyte. Pourquoi est-ce que vous voulez m'empêcher mais vous avez dit de démontrer la pertinence de ce que je suis en train de dire? Ce que je voudrais dire, si le gouvernement, si le régime en place avait l'intention d'empêcher cette rencontre-là, ou qu'elle ait pu se tenir, il aurait pu le faire. Ça dépend de qui. Donc, peu importe l'endroit, c'est pour vous dire que cette rencontre, à coup sûr, c'est vrai, je ne suis pas un membre du gouvernement, mais je vous dis, le gouvernement n'a aucun intérêt. D'une telle coalition. Oui, ce qu'on pouvait attendre d'une telle coalition, je l'ai dit non, qu'est-ce qu'on pourrait attendre d'une telle coalition à l'avenir, en fait? Ben, écoutez, une coalition qui se dit de défense de la démocratie, là également, je ne me retrouve pas. Parce que je voudrais bien savoir, je voudrais bien savoir ce qu'elle a, notre démocratie. C'est quoi le souci avec notre démocratie? Je vois pas. Mais vous avez parlé de l'impasse tout à l'heure. Ah non, écoutez, la situation... Non, soyons précis. C'est dit, dans le domaine éducatif, il y a problème. Ce n'est pas spécifique au Bénin. La démocratie ne reconnaît pas le système éducatif. Dans plusieurs pays. Non, qu'est-ce que... Attendez, vous m'amenez à dire... Guillaume de Souza, vous m'embrouillez finalement, Hippolyte. Vous m'embrouillez finalement avec vos relances. Vous m'embrouillez finalement avec vos relances. J'ai du mal à me retrouver. Je vous dis ceci. Lorsqu'on se réunit, tel qu'on l'a fait là, et que ce sont des personnes de ce rang, de hautes personnalités quand même, de hautes personnalités qui se sont réunies, ce à quoi on devait s'attendre, ce sont des propositions. Lorsqu'on est opposant à un régime, ce n'est pas pour tout le temps, lorsqu'on monte au créneau, ce n'est pas pour tout le temps faire le procès. Quelle proposition y a-t-il eu? Merci. Est-ce que vous avez entendu une déclaration par rapport aux preuves perlées actuellement? Non. Qu'est-ce qu'on pourrait attendre d'une telle coalition? Je voudrais d'abord faire remarquer que nulle part, je n'ai dit sur ce plateau que des rumeurs ont circulé, des rumeurs faisant état. Justement, il faut qu'on s'accorde là-dessus. On y va. Parce que je ne sais même d'où vous sortez cette rumeur, donc je n'ai pas dit. Qu'est-ce qu'on pourrait attendre d'une telle coalition? Bon, d'abord, je note que c'est une coalition qui regroupe en son sein des frustrés. Parce que Nicéphore Dieudonné Soglou ne serait pas là si la famille... n'a pas connu des problèmes ou ne connaît pas des problèmes actuellement. Yahi Boni ne serait pas là si, entre-temps, son amitié avec Patrice Talon n'avait pas reçu un coup. Soglou n'avait pas connu de problème, mais il a été aux côtés de Talon par rapport à la présidentielle de 2016. Tony Aubin a la parole, s'il vous plaît, seul Tony Aubin a la parole. Tony Aubin, vous avez la parole. Guillaume de Souza, seul Tony Aubin a la parole. Je dirais que... est-ce que vous pouvez me laisser aller au bout de mes idées? Allez-y. Albéric, faites-moi cette amitié, s'il vous plaît. Il y a Adjavon, Sébastien Adjavon, s'il était dans les bonnes grâces du gouvernement actuel, eh bien, il ne serait pas à cette rencontre. Donc, l'inquiétude, c'est le binôme Théodré-Adjavon. Parce que lorsqu'on parle de Théodré-Adjavon, attention, on pourrait parler de l'Église catholique. On parle du frère Melchior, on parle de Sébastien Adjavon. Et le chef de l'État doit savoir que le clergé, l'Église catholique, c'est un maillon fort de la société. Et lorsqu'il a reconnu devant le clergé, justement, que les acquis s'effondrent, que le pays va mal, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, l'école va mal, tout va mal dans le pays, on doit pouvoir reconnaître que tout ne s'est pas déconstruit en l'espace de 2 ans, pardon. Tout s'est pas déconstruit en l'espace de 2 ans. Et donc, si nous sommes arrivés à une telle situation, c'est quelque part que Boniaï s'est attrempé. Ce qui va se passer, c'est que cette coalition va s'élargir au fur et à mesure qu'il y aura des frustrés de la République, mais elle disparaîtra soit à la veille des élections législatives de 2019 ou juste au lendemain, c'est sûr. Alors, Albéric Koundio, à l'avenir, qu'est-ce qu'on pourrait attendre d'une telle coalition? En fait, moi, je voudrais espérer que cette coalition
qui s'engage dans la défense de la démocratie puisse continuer par jouer son rôle de, comment on appelle ça? Avant-gardiste. Avant-gardiste, parce que quand nous parlons de démocratie, c'est beaucoup plus l'organisation régulière des élections et beaucoup plus une organisation en paix, hein, des élections qui n'entachent pas à la quiétude des populations. Et je voudrais aussi espérer que cette coalition puisse être à l'avant-garde par rapport à ce que moi j'appelle, ça m'engage, hein, à une révision en pièces détachées de notre Constitution. Si peut-être le temps nous permet, je pourrais peut-être développer. Donc, que cette coalition puisse véritablement s'engager de ce côté-là. Qu'on ne voit pas forcément... c'est vrai, je ne sais pas quel est l'instrument qui permet de mesurer qu'il y a des greux, il y a de... comment vous appelez ça? Du mépris. Bon, c'est vrai. Quand on veut peut-être mettre ces personnalités qui se retrouvent de cette coalition sur une certaine balance, on pourrait trouver à dire. Mais on doit pouvoir transcender ces considérations-là et voir en face ce que ceux-là disent. Est-ce que tout ce qui a été dit est mauvais, est faux? Si c'est faux, c'est que bon, c'est des gens aigris, des gens, comment on appelle ça? Passez-moi l'expression que vous avez utilisée tout à l'heure. Je parle de frustrés. Des frustrés qui se retrouvent pour peut-être livrer talon à la vindicte populaire, si vous voulez parler comme un aîné dans la profession. Mais au-delà de ça, on doit pouvoir voir dans ce qui est dit là, ce qu'on peut prendre et travailler avec et améliorer les conditions de vie des populations béninoises. Je pense que c'est très important. On ne doit pas perdre de vue cet aspect de la chose, même si on peut trouver à dire sur beaucoup. Voilà, le temps imparti pour cette émission est déjà quasiment à sa fin. Votre mot de la fin, Guillaume de Sousa. Oui, c'est une coalition totalement inopportune et inopérante. Et d'ailleurs, à travers... Ça c'est votre point de vue et je respecte ça. On a déjà vu les limites. Non, il y a eu une seule déclaration, je vous en prie. Il y a une seule déclaration, je vous en prie. Je pense que là n'est pas l'essentiel. Il n'y a rien à en tirer de cette déclaration. C'est scandaleux ce que vous dites. Laissez-le conclure. Je pense qu'il y a plus sérieux. Il faut qu'on arrête de distraire les béninois. Et Tony Aubin pour finir. Je vous remercie, Hippolyte. Allez-y. Je suis scandalisé par la chute de mon confrère. C'est vrai, c'est son opinion, je respecte. Qu'on ne peut rien tirer de ce qui a été fait à Jefa, mais c'est dommage. C'est dommage. Merci à vous, amis téléspectateurs. Nous voici donc à la fin de cette émission. On se retrouve vendredi prochain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.